Bien, je laisse les derniers retardataires s'installer et puis on va redémarrer sur une table ronde numéro 3 qui est importante parce que finalement, c'est un peu ce dont j'ai parlé ce matin, mais on va le voir de manière beaucoup plus concrète, les avancées en matière de pratique et de législative, aussi bien pour les grands opérateurs, mais les collectivités sont aussi des opérateurs, on en parlera, et puis également les questionnements que se posent les collectivités sur ces nouveaux textes dont on a parlé ce matin, à savoir la résilience d'entités critiques, NIS 2, etc. Alors, pour en parler, je remercie beaucoup Yves Rougier, qui est chef du département planification et gestion de crise du service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité au ministère au pluriel des territoires, de l'écologie et du logement. Je ne me suis pas trompé, mon cher. Alors, c'est parfait. Bien, merci. Alors, quand Christian m'a demandé de présenter cette présentation, je me suis posé une question. Est-ce qu'elle était finie avant l'heure? Parce que la directive REC NIS 2 DORA, elle vient d'arriver au Sénat. C'est-à-dire que l'Assemblée ne l'a pas encore vue, elle est en cours de lecture. Le projet de loi de transposition qui a été écrit et corrigé après avis du Conseil d'État est arrivé au Sénat, qui a à peine commencé son travail. Je ne sais même pas s'ils ont déjà fait les premières auditions sur ce texte pour savoir quoi faire. Et puis finalement, je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à dire, et d'abord apprendre l'importance du développement de la notion de résilience depuis une quinzaine d'années. Avant, chacun était dans son coin, et nous, au service des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité, on s'occupait de la menace terroriste et de la gestion de crise. Et au sein du ministère, on a la DGPR qui fait la prévention des risques naturels et technologiques. Et en plus, on a un troisième acteur qui est arrivé et qui, cette année, a commencé à écrire à des tas d'entités. C'est la DGEC, dans la branche énergie-climat, puisque le PNAC numéro 3 est sorti et qu'ils ont envoyé des lettres demandant à un certain nombre d'acteurs de réaliser des choses. Et ce qui est assez rassurant quand même, c'est que qu'on soit dans le décret 2022-1077, qui est dans le Code de l'environnement pour la DGPR, c'est la protection des réseaux dans les zones à aléas naturels. Qu'on soit dans le PNAC ou qu'on soit dans la directive REC, on est toujours sur des études de vulnérabilité. C'est trouver en quoi on est vulnérable, trouver en quoi on pourrait s'améliorer. Et donc, on a quand même une cohérence, même si les assujettis ne sont pas les mêmes. Parce que pour REC, qui va prendre la suite du SAIV, on avait à peu près 145 assujettis avant. On en aura un peu moins de 200 avec l'augmentation de périmètre de REC. Pour REC, parce que pour NIS 2, ça va être beaucoup plus grand, puisque là, on est déjà à 1500 collectivités, régions, départements, communes, ou groupements de communes de plus de 30 000 habitants. Et on tombe déjà sur 1500 collectivités, plus des dizaines de milliers d'entreprises qui vont être assujetties à NIS 2. Alors, nous, notre rôle, quand on a vu cette floraison de réglementation, on s'est dit que déjà, on allait essayer de mettre un peu d'ordre et pas de demander 3 fois la même chose à des acteurs majeurs comme SNCF, Total, EDF, Enedis, qui risquaient quand même d'être interrogés par les préfets pour le décret 2022-1077, par le PNAC et par REC, et d'avoir des comptes à rendre et essayer de mettre un peu tout ça pour éviter de leur demander de faire 3 fois le travail et s'assurer que s'ils l'avaient fait une fois, on le prendrait par équivalence dans les autres. Donc ça, c'est le rôle qu'on s'est donné. Qu'on s'est donné. Alors, comme je disais, avant la directive, on avait une directive sur les SAIV, mais on avait déclaré qu'on n'avait pas d'infrastructure critique de dimension européenne. Après un long débat sur l'aéroport de Roissy et sur la liaison transmanche, mais on avait fini par dire qu'on n'avait pas d'infrastructure d'intérêt européen. Donc on avait les SAIV qui existent, 145 OIV dans le ministère. C'est les OIV qui sont des secteurs des transports, de l'énergie et de l'eau, aujourd'hui, et qui appliquent ça dans une forme qui va changer.
Il y avait la directive Nice, avec, on le verra, un changement de taille entre Nice et Nice 2, qui est voulu par la directive et transposé en cours. Et puis aujourd'hui, la directive, on connaît la directive, la transposition de la partie L est en cours, au Sénat, puis à l'Assemblée, et on ne sait pas quels amendements vont y être apportés. Je donne un exemple sur un sujet qui pourrait toucher les collectivités, le sujet des sanctions administratives ou financières. Le Conseil d'État a rendu un avis qui est que pour les établissements publics de l'État, il n'était pas question de les soumettre à sanctions parce que l'État avait d'autres moyens de les pressurer, de les obliger à rendre les obligations, que par contre, il n'y avait pas de raison de ne pas appliquer des sanctions aux collectivités territoriales. Bon, ça, il suffit d'un amendement pour le faire disparaître. C'est l'avis du Conseil d'État. La directive, elle, n'oblige pas, ne contraint pas, on n'est pas contraint par la directive à appliquer des sanctions sur les collectivités. C'est un choix qui a été fait sur l'avis du Conseil d'État et qui peut très bien changer dans le passage de la loi au Parlement, puisque le Parlement va voter une loi qui sera celle qu'on appliquera. On a commencé à réfléchir au décret, mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore fini de réfléchir au décret, parce que pour réfléchir au décret, il faut avoir le texte de loi. Puisque s'il y a des sanctions, il faudra faire des décrets. S'il n'y a pas de sanctions, il ne faudra pas faire de décret. Donc ça va venir s'imposer. Des décrets, des arrêtés, d'autres documents, parce qu'on va changer. Avant, on avait les DNS, Directives nationales de sûreté, qu'on va remplacer en Directive nationale de résilience, avec un truc qui n'est pas anodin, mais dans l'esprit de beaucoup de gens en administration centrale. La résilience, c'est quand on lit le décret 2022-1077, c'est très clair. Ils disent même quand il y a une crise, il faut que l'activité continue. Bon, les crises récentes montrent bien que quand il y a un coup de vent, il n'y a plus d'électricité et l'activité de distribution électrique aux clients, elle est arrêtée. Et parfois, elle est arrêtée pendant un temps certain. Mais ce n'est pas formulé comme ça et bon, il faudra le voir avec plus de souplesse et d'intelligence dans l'application. Donc ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est le SAVS, c'est l'IG 6600, avec un cadre de protéger et prévenir. Et alors là-dedans, il n'y a pas du tout les collectivités. On s'est battu depuis que je suis au ministère. Depuis 2008, on se bat contre le SGDSN pour leur dire... parce que dans le ministère, pratiquement tous nos assujettis à la politique SAIV travaillent en délégation de service public, quand ce ne sont pas des régies. Et on a une interdiction formelle de prévenir les délégataires, donc les collectivités, du fait que leur opérateur est OIV. Ce qui amène in fine quelques petits problèmes, parce que quand on a des plans d'investissement pour des points particuliers à protéger, les élus et les collectivités aiment bien savoir ce qu'elles vont payer et pourquoi c'est ça qu'on leur demande de payer. Donc ça va changer. Il y a quand même un problème derrière, c'est que dans la réglementation REC, avec les nouveaux textes, on va garder des documents qui vont être frappés du tampon rouge du secret, et qu'en France, on ne sait pas habiliter les grands élus. Un élu président de métropole, on ne peut pas lui faire remplir une NIS, qui est un document assez rébarbatif pour avoir une habilitation, parce que... sur le fond, on considère que s'il a été élu, on n'a pas à venir regarder si c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Donc il faut trouver un moyen de donner accès aux documents au service des collectivités en prenant garde à ce petit détail. Orsec, je mets une évolution récente dans les périmètres soumis à des aléas naturels majeurs, c'est le décret 2022-1077. Donc je pense que pas mal de préfectures le regardent comme une poule qui a trouvé un couteau et se demandent sur qui elles vont s'appuyer pour être capables de mettre ce décret en œuvre. Donc il y a un guide pour les préfectures pour leur expliquer comment faire pour qu'il faut impliquer dans ça, parce que c'est un peu sibyllin ce qui est écrit dans le décret. Et ce à quoi on va arriver, alors ici on a plutôt des grandes collectivités. Si je prends une autre zone que je connais bien, la baie de Somme, la zone frappée par le PPRI de baie de Somme, c'est une zone assez étendue avec 146 communes, la plus grande faisant à peu près 2000 habitants.
Et donc, quand on a une zone de 146 communes qui se retrouvent avec des PLU entièrement rouges, avec plus le droit de donner d'autorisation de bâtir, ça pose problème. Et dans des communes de cette taille-là, il y a des vrais problèmes de comprendre ce qui nous tombe dessus et les conséquences que ça va avoir par rapport aux lois. La résilience, c'est le nouveau sujet en cours de réflexion et de développement, parce que même si c'est moins vrai que ça ne l'était il y a une dizaine d'années, où tout le monde parlait de résilience en entendant autre chose et en comprenant une chose différente, maintenant on commence à converger vers une notion de la résilience qui est à peu près celle qu'il y a dans les textes, si ce n'est que, au moins pour le ministère, on a bien conscience que quand la crise arrive, les services peuvent s'arrêter, que ce soit de la distribution, de l'assainissement. Quand on aura une crue de Seine, on sait qu'un des premiers trucs qui s'arrête à Paris, c'est les égouts. Dès que l'eau monte, quand l'eau de la Seine est plus haute que l'eau des égouts, il n'y a plus d'égouts. Et tout ce qu'on demande aux services d'assainissement pour filtrer, etc., ça ne marche plus. Donc on sait que ça va s'arrêter à un moment et que ce qu'on va leur demander, c'est pas de ne pas s'arrêter, c'est de s'arrêter le temps le plus court possible et d'essayer de reprendre rapidement un service minimal. Alors, je mets dans le nouveau hors-sec, on aura les zones à aléas qui vont avoir une attention particulière et les outre-mer qui sont extrêmement attentifs parce qu'ils sont dépendants de leur port, de l'aéroport, de leur eau. Ils ne peuvent pas compter sur les départements à côté. L'an dernier, quand il y a eu des inondations dans le Pas-de-Calais, on a cherché dans toute la France des grosses pompes pour pomper l'eau. Et en Outre-mer, la pompe, si on la trouve, il faut l'amener par bateau ou par avion. Enfin, par avion s'il y a un aéroport, mais sinon par bateau. Et la résilience, c'est aussi une transition dans la posture vis-à-vis du citoyen résilient. Alors ça, c'est une volonté du SGDSN, mais qui a quand même toujours un peu de mal quand la crise arrive à se matérialiser en fait. Alors je disais, la cybersécurité, ça va changer des choses. Aujourd'hui, dans Nice 1, il y a 10 secteurs d'activité stratégiques, quelques centaines d'entités en France. Alors ça, c'est application de règles de sécurité, déclaration des incidents, c'est assez simple. Avec Nice 2, il y a 18 secteurs au lieu de 10. Il y a plus de 10 000 entités, dont une estimation à 2500 communautés de communes, collectivités territoriales, groupements de collectivités et certains organismes sous tutelle qui vont être astreints. Ça, c'est une volonté de la France parce que le niveau de protection face à la cybersécurité a été jugé assez mauvais et les expériences qu'on a, tant d'attaques d'hôpitaux, la cyberattaque de l'hôpital de Créteil, ça a coûté à peu près 5,5 millions en coût. Et les mesures de Nice 2 peuvent revenir entre 150 000 et 300 000 euros à peu près en financement. Ce n'est pas gratuit, Nice 2, parce que ce n'est pas des compétences simples. En plus, on aura un deuxième problème, c'est la disponibilité des compétences. Parce que si on sous-traite à des gens et que tout le monde sous-traite au même en même temps, les prix vont monter et il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc il y a une obligation de fournir des informations à l'ANSSI, mise en place de mesures de gestion de risques adaptées, déclaration des incidents de sécurité, sanctions financières. Alors pour les entreprises pour l'instant uniquement, mais le Conseil d'État a donné un avis autre, donc il faudra surveiller la loi qui sortira du Sénat, qui sera importante pour ça. Les écarts entre aujourd'hui et demain, nouveaux sous-domaines. On avait, nous, 10 sous-domaines entre le transport, l'eau et l'énergie. On va en avoir 4 de plus, dont 2 qui intéressent les collectivités. C'est les eaux usées et les réseaux de chaleur et de froid, qui sont des sous-domaines qui vont être liés aux collectivités. La résilience remplace une vision de prévenir et protéger. Maintenant, il faut être en plus résilient, donc il faut continuer l'activité, même s'il y a un passage par un quasi zéro à un moment donné et repartir ensuite. Et il y a une nouveauté qui est instruite par ça, c'est qu'avant, dans le droit français, on n'avait que les infrastructures critiques. Le droit européen introduit les services essentiels. C'est pas neutre, parce que quand la gare Montparnasse est tombée pendant une semaine du fait d'un transfo RTE qui avait cramé à Issy-les-Moulineaux et qui n'avait plus d'alimentation,
le message qu'on avait partout, c'était quand est-ce qu'elle repart à Montparnasse, c'est quoi la résidence, le PCA de Montparnasse. On avait un peu de mal, mais moi je leur disais, le PCA de Montparnasse, j'en ai rien à foutre. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est capable de faire partir des trains, de relier en train Paris à l'ouest. On était tout à fait capable de le faire en s'appuyant sur les gares de Massy et de Roissy. Donc on n'était pas dans une situation à zéro activité, on avait une activité qui était moindre, beaucoup moins pratique pour les Parisiens, mais qui permettait de tenir un certain temps. Et donc voir dans les réseaux qu'on a, que ce soit les réseaux d'énergie ou les réseaux de transport, on est sur des problèmes de réseau. Donc la fonction, c'est un service. Un service, c'est se déplacer, c'est pas une gare de départ, une gare d'arrivée. Si la gare d'Avignon TGV s'arrête et que la gare d'Avignon ville est toujours ouverte et qu'on peut passer les trains en passant par le réseau secondaire par là en perdant 20 minutes, ben, la fonction n'est pas perdue. Donc ça, c'est la résilience, c'est les choses qu'il faudra travailler. Le périmètre des entités touchées, oui, alors les collectivités, c'est une nouveauté. Je disais que dans SAV, on n'avait pas le droit de prévenir les collectivités. Maintenant, c'est écrit dans la loi que quand on aura un opérateur de service public qui est astreint, la collectivité sera prévenue. Et après, ça va être une manœuvre qu'on fera entre le ministère et la collectivité pour avoir une convention d'habilitation qui permette d'habiliter des gens au sein de la collectivité pour qu'ils aient connaissance des dossiers et qu'ils puissent comprendre ce qu'on demande à son service public et pourquoi il va payer. Alors ça, c'était d'autant plus important qu'il y a, surtout dans l'eau, autant dans le transport, la coupure est à peu près la même pour tout le monde et elle est simple. Dans le domaine de l'eau, on a des régies complètes et puis on a des répartitions des services délégués qui sont variables. C'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle unique de délégation. Il y en a qui délèguent tout, il y en a qui délèguent la production, il y en a qui délèguent la distribution. Donc c'est variable et ça a amené une petite difficulté. Et avec cette possibilité d'entrer les collectivités, ça va être plus simple. Les sanctions, c'est la directive qui a amené des sanctions qui sont extrêmement lourdes, qui ont été amenées par la directive Nice 2, qui vont à quelques pourcents du chiffre d'affaires de la société. Donc c'est pas un fil. Et ce qui a été vu, c'est que pour éviter de se retrouver avec une mise en œuvre de règles qui soit complètement vide, on applique les mêmes sanctions aux deux. Ça évite d'avoir une transposition, c'est-à-dire que dans REC, on n'avait pas de sanctions. Si on avait mis des sanctions plus légères avec REC, ça aurait pu être des choix des opérateurs d'appliquer Nice 2 parce qu'ils risquaient des sanctions et de ne pas appliquer REC, parce qu'ils risquaient de perdre moins. Donc là, c'est la sanction est la même. Donc ça va s'arranger et on devrait arriver à un fonctionnement des deux en harmonie. Les collectivités, je disais, la forte volonté de l'ANSSI d'assurer en France un haut niveau de cybersécurité. Et c'est vrai que quand les données d'un hôpital comme celui de Corbeil, qui est un petit hôpital parisien, sont pillées, ça fait des dizaines de milliers de patients qui ont vu leurs données disparaître, qui reçoivent des mails leur demandant de porter plainte. C'est l'activité de l'hôpital qui est en croix parce que on ferme les réseaux et comme ils ont une structure de réseau qui est mal foutue, ça ferme des liaisons internes à l'hôpital aussi. Et puis ils sont plus habitués à travailler avec un papier et un crayon. Alors je disais au début que présentation d'avance, ça présentait des choses qui roulent et qui avancent. Nous, on est dans 2025 va être une année fondamentale. En fait, c'est en début 2026 qu'on commencera à appliquer aux assujettis les directives REC et Nice. Parce qu'en 2025, il faut d'abord que la loi soit votée par les deux chambres. Ensuite, le travail sur les décrets et les arrêtés, puis sur les autres documents, les directives nationales de résilience, qui ne sont pas simples, parce qu'on ne sait toujours pas le plan de cette directive et ce qu'on doit demander en résilience. Ça, c'est le travail du Parlement, du SGDSN, des ministères, avec des questions qui restent à traiter. La résilience, qu'est-ce qu'on met dans l'ADNR ? L'environnement, parce que la directive fait référence à l'environnement et ce n'est pas très net. C'est-à-dire qu'on a dans la directive une référence aux dégâts à l'environnement.
Et on ne sait pas trop comment le mettre pour pas que ça pèse lourdement sur les assujettis. Le lien avec les autres textes internationaux et nationaux, ça c'est notre boulot de mettre des équivalences même si elles ne sont pas prévues, etc., etc. Donc tout ça c'est le 17 janvier 2026. Il faut qu'on ait fini ce travail-là, qu'on ait en plus fait l'évaluation des risques de l'État et qu'on ait désigné les OIV assujettis et donc prévenu les collectivités quand elles sont en tête de file. Voilà. Merci beaucoup.